Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va parler bien sûr dans un instant de ce déplacement d'Emmanuel Macron, mais d'abord un mot des suites de la manifestation à Sainte-Soline ce week-end contre des réserves d'eau. La Ligue des droits de l'homme dénonce l'organisation des secours à tel point que 2 familles ont choisi de porter plainte sur cette organisation. De leur point de vue, les secours ont été interdits d'intervenir par les forces de l'ordre parce que la zone était considérée comme dangereuse, précisent les autorités. Qui croyez-vous, la Ligue des droits de l'homme ou le SAMU de Niort qui dément cette version? Le SAMU de Niort, qui sont des gens exemplaires. Et il y a une règle dans notre pays, c'est que le SAMU, les soignants, ne peuvent intervenir que lorsque leur sécurité est garantie. Vous avez pu constater, comme tout le monde, qu'à partir du moment où les gendarmes ont essayé de les encadrer pour leur permettre de porter secours aux personnes qui étaient blessées, eh bien, on s'en est pris aux forces de l'ordre et il n'y avait plus de sécurité garantie, tant et si bien que c'est un médecin du GIPN qui est intervenu. Ça prouve bien qu'il y avait une volonté de porter secours et que ce sont les casseurs, que ce sont ceux qui portent atteinte au droit, à la liberté, à la démocratie, aux institutions de la République, et qui n'étaient pas autorisés à manifester et qui étaient tout simplement venus pour casser du flic et du gendarme, qui aujourd'hui portent la responsabilité des secours qui n'ont pas pu intervenir dans des conditions satisfaisantes. Le président de la République disait il y a quelques jours, sur cette même thématique, à propos de la France insoumise, qu'elle tente de délégitimer l'ordre raisonnable et nos institutions. Est-ce que vous voyez aujourd'hui dans le pays une fracture telle qu'il y a ceux qui défendent les institutions et ceux qui les attaquent? Mais c'est pas nouveau, ça fait des années que M. Mélenchon dit clairement qu'il veut renverser le pays, qu'il appelle à faire chuter le régime, espère une totale conflictualisation de la situation dans notre pays. Mais c'est le jeu politique. C'est un opposant politique. C'est un jeu politique dans une démocratie de vouloir faire tomber la République. Il va au-delà de la révolution démocratique. Mais vous savez très bien que c'est un révolutionnaire qui veut la révolution. Il veut tout casser. Il refuse la légitimité du suffrage universel. Je me demande d'ailleurs pourquoi il se présente systématiquement à des élections pour refuser ensuite le résultat de l'élection. Donc aujourd'hui, c'est un dangereux personnage. Je suis gaulliste, je me dresserai toujours contre ce type de comportement. Il faut protéger la République et la démocratie contre ce type de posture. Et nous avons besoin d'en finir avec le club des 8 mai, qui excuse la violence en permanence. Aujourd'hui, Mélenchon et ses sbires sont là pour légitimer la violence. Et il n'y a pas de violence légitime dans notre pays. Alors, il y a une crainte d'ailleurs de débordement aujourd'hui. Le président de la République, on l'entendait, sera en déplacement dans votre région d'ailleurs. Il sera dans un département qui n'est pas très éloigné du vôtre, les Hautes-Alpes en l'occurrence. C'est la première fois depuis 2 mois qu'il se déplace. Cette fois, c'est pour présenter le plan eau. Est-ce que vous craignez que cette journée soit chahutée, perturbée justement par des manifestations, en particulier contre la réforme des retraites, et on en parlera? D'abord, pour ceux qui respectent la démocratie, on ne peut pas dire le président n'est pas à l'écoute des Français. Lorsque le président veut se rendre auprès des Français, tout faire pour ne pas lui permettre de pouvoir les rencontrer, et surtout sur un sujet aussi sensible que celui-là, au moment où nous savons que dans nos plans climat, il est urgent d'agir sur la protection de nos ressources, et notamment de nos ressources en eau. Et d'ailleurs, je le convie prochainement très sereinement à venir dans la métropole que je préside, qui est une parfaite illustration, puisque nous partons de 3200 mètres d'altitude avec 51 communes au sommet du parc national du Mercantour, avec des réserves en eau, où depuis des années nous gérons. J'ai lu quelques-unes des mesures qu'il entend prendre, une que j'ai évoquée récemment avec lui, notamment, qui va nous autoriser dès cet été à pouvoir et réutiliser les eaux usées traitées par nos stations pour pouvoir réarroser les espaces publics, les utiliser pour la propreté, remplir des citernes, les porter chez les agriculteurs. Et donc, dès les jours qui viennent, nous allons prendre les dispositions pour mettre en application cette mesure. J'en suggère une autre d'ailleurs.
puisque après avoir suggéré celle-ci il y a un an, c'était l'été dernier, aujourd'hui le gouvernement prend un décret d'application sur mon insistance et celle d'un certain nombre de maires qui m'accompagnent, je m'en réjouis, c'est qu'on redéfinisse la carte des intercommunalités dans notre pays pour qu'elle réponde à des logiques de bassin. Dans les mesures que le président... On s'appuie donc sur l'eau pour faire la carte administrative, oui, presque, de décentralisation. Absolument. À 51 communes, en partant de sommets où vous avez la neige qui fond dans les lacs qui coulent dans les torrents dans les rivières et qui se déversent dans les fleuves et la Méditerranée, on a fait non seulement un cercle vertueux pour que l'eau qui parte d'en haut arrive propre pour protéger la Méditerranée, mais en plus, on a investi 143 millions d'euros pour colmater 2 200 000 mètres cubes d'eau qui fuyaient chaque année. Eh bien, que le président annonce que des mesures seront prises pour annoncer nos collectivités, si ça se fait à l'échelle de bassins et qu'on redéfinit la carte des intercommunalités pour mieux y répondre, je pense que ce serait une bonne mesure. Vous dites invitation à Nice, l'invitation est lancée ou l'invitation a été acceptée déjà par le chef de l'État ? Le chef de l'État est venu souvent à Nice, c'est là qu'il organisera d'ailleurs dans le domaine de l'eau, à la demande des Nations Unies, puisque la France, après New York en 2017 et Lisbonne en 2022, accueillera le sommet de l'océan, le One Ocean Summit. C'est à Nice que celui-ci se tiendra à la demande du président en juin 2025. Donc c'est un territoire parfaitement adapté entre le vert et le bleu pour illustrer tout ça. Alors, le rendez-vous est pris. On va en revenir à l'actualité sociale et à ses conséquences. Il y a, on l'a vu encore ce matin, des perturbations, y compris pour le quotidien des Français, des pénuries dans des stations essence. D'ailleurs, le Sud-Est fait partie des régions qui sont les plus touchées. Est-ce que vous considérez que le gouvernement doit opérer davantage de réquisitions pour permettre que les stations-service soient alimentées ? Naturellement. Aujourd'hui, bloquées. Aujourd'hui, empêcher les Français de travailler, de déposer leurs enfants à l'école, ça n'est pas acceptable. Et donc, des mesures doivent être prises par des réquisitions, mais aussi par des sanctions à l'égard de ceux qui bloquent. Je veux d'ailleurs saluer l'action des syndicats, leur organisation, car nous voyons que partout où nous avons en face un corps intermédiaire, et notamment les syndicats qui organisent les choses, elles sont plutôt bien encadrées. Mais vous dites sanctions contre les grévistes. Mais contre ceux qui bloquent. Contre ceux qui bloquent. Moi, je fais une différence entre ceux qui font grève et ceux qui bloquent. Faire grève est un mode d'action. Bloquer, c'est un autre mode d'action. C'est même une violence. Et donc, à l'égard de ceux qui bloquent, et qui n'est pas un droit de grève déposé en préfecture, accepté, réglementé, un défilé, une manifestation telle qu'elle est prévue dans notre loi et dans notre Constitution, c'est contraire au principe de la République. Alors les syndicats, pour le coup, sont invités par la Première ministre en intersyndical à venir la semaine prochaine. Ça pourrait avoir lieu mercredi. Eux veulent parler des 64 ans. Le gouvernement est resté ambigu sur l'ordre du jour de cette réunion, mais on ne voit pas le gouvernement bouger pour le moment sur cette réforme des retraites. Le doit-il ? Doit-il retirer sa réforme, la suspendre, trouver un moyen de faire pause pour faire redescendre la pression ? Ou doit-il avancer ? Mais le débat a été voté. Par 49.3 à l'Assemblée, c'est ce qui est reproché. Aujourd'hui, le 49.3 est une mesure constitutionnelle qui fait partie du bon fonctionnement de notre démocratie. Donc les syndicats doivent l'accepter. La loi a été votée. Nous n'avons pas encore la décision du Conseil constitutionnel pour savoir quelles sont les mesures qui seront retenues. Est-ce qu'elles le seront toutes ? Est-ce que certaines seront retenues ? Donc ce sera le juge de paix, le Conseil constitutionnel, vous dites ? Ça sera le juge de paix. En tout cas, c'est celui qui a valeur à vérifier que chaque terme de la Constitution, dans le débat parlementaire, a été respecté. Si le texte est validé, vous direz aux syndicats, ou vous dites aux syndicats, il faudra arrêter le mouvement. Maintenant que la Première ministre, et je m'en réjouis, et ça ne m'étonne pas d'Elisabeth Borne, qui est une femme de dialogue, décide après que le débat parlementaire... Souvent on a dit, mais pourquoi on ne parle pas aux syndicats ? Il y avait le débat parlementaire. Il faut parler aux syndicats avant. Pendant le débat parlementaire, c'est normal que ce soit les représentants du peuple qui s'expriment au Parlement.
on est sorti du débat parlementaire et de nouveau, le gouvernement invite au débat sur tous les sujets. Qu'on aborde le sujet des retraites me paraît normal d'ailleurs. Pas pour revenir sur ce qui a été voté par les représentants du peuple au Parlement et décidé par le gouvernement, mais il y a des concessions sans doute à faire. Il y a des sujets à aborder. Vous appelez le gouvernement à faire des concessions sur ce texte retraite ? Des concessions sociales, mais au-delà du texte même, on voit bien qu'il y a des sujets qui n'ont pas été complètement traités par ce texte. Vous pensez à quoi ? Je pense par exemple à ce qu'on qualifie de senior, pardon, mais à 54 ans, pour moi, on est un jeune homme. Pour ceux qui sont les plus proches de la retraite, pour le dire différemment. Mais quand vous savez qu'à 54 ou 55 ans, il y a 54% de Français qui ne retrouvent plus un travail lorsqu'ils le perdent, alors qu'on est 71%. En Allemagne, naturellement, on a du mal à arriver à remplir complètement le quota de ces annuités. C'est une injustice totale. Ça fait partie des sujets qui peuvent être parfaitement abordés. La condition aussi des femmes qui élèvent un enfant sont des situations qui peuvent être abordées. Ça veut dire que, au-delà du vote de la loi elle-même, rien n'interdit que désormais il y ait un dialogue d'ouvert sur des aspects sociaux qui n'ont pas forcément été abordés. Il y a la valeur travail. Vous savez, je suis très surpris que dans tout ça, on parle de la retraite, à quel âge il faut arrêter, combien d'annuités. Mais vous savez qu'il y a des millions de Français qui ont envie de travailler. Mais les syndicats disent un peu la même chose. Ils disent qu'on aurait pu commencer par parler travail et prendre la retraite à la fin. Or, la force d'un syndicat, c'est quoi ? Pour moi qui étais ministre de l'Industrie et qui a eu des relations avec des Bernard Thibault, des Jean-Claude Mailly. À la CGT, la Force ouvrière à l'époque. De très grande qualité, à un moment où on défendait des usines qui étaient sur le point de fermer en pleine crise industrielle entre 2008 et 2010. Les syndicats, ça défend le travail, ça défend la force. Alors justement, Christian Estrosi, les syndicats, la valeur travail. Ils disent, nous avons organisé des manifestations pacifique. Nous avons protesté dans le cadre de la République. Malgré tout, nous n'avons pas été entendus. La crainte des syndicats aujourd'hui, c'est de dire ça va inciter à la radicalité. Il y en a qui vont tirer la conclusion qu'il faut la violence pour avoir une chance d'être entendu. Même Philippe Martinez, qui n'est pas soupçonné d'être pro-gouvernement, est mis en minorité dans son syndicat par des plus radicaux que lui. Est-ce que ce n'est pas la crainte demain, si on n'écoute pas un mouvement pacifique aujourd'hui, qu'on ait des mouvements violents demain ? C'est bien pour ça qu'il faut parler. Il faut parler. Le dialogue est essentiel. Apporter sans doute un certain nombre de concessions. À un moment où on ne peut plus payer les retraites parce qu'il n'y a plus assez d'actifs pour les payer, c'est un principe depuis le général de Gaulle où on réévalue les choses systématiquement. Donc on y a répondu. Maintenant, nous sommes dans une société qui a changé. On voit bien que le CDI est un système qui arrive au bout. On voit bien que les 54, 55 ans qui sont considérés comme des seniors qui ne retrouvent plus d'emploi est un problème. On voit bien les conséquences du Covid, du télétravail. Ce sont autant de sujets maintenant sur le travail qu'il faut remettre à plat, naturellement. Édouard Philippe était à Matignon hier. Il était reçu par la Première ministre. C'est le président de votre parti, Horizon. Qu'est-ce qu'il est allé porter comme message ? Quelle est aujourd'hui pour Horizon la priorité, l'action ? Il disait il y a quelques jours dans le Figaro, il faut une initiative. Qu'est-ce que vous souhaitez comme initiative maintenant ? Naturellement, je ne révèle jamais ce que sont les échanges ou ce que Édouard Philippe peut partager avec le président de la République ou moi-même ou la Première ministre. Bien. Mais c'est vrai que Horizon, dans la majorité présidentielle dans laquelle nous nous revendiquons, nous avons un héritage de gaullisme social, libéral, où nous souhaitons que la valeur travail, nous voulons que la force réformatrice de notre majorité puisse maintenant franchir un nouveau tournant. Nous voulons que de nouvelles initiatives soient prises, et je sais que le président le souhaite, dans tant de domaines, l'éducation, la santé,
la transition écologique, le président l'illustre aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes prêts à nous engager de toutes nos forces pour accompagner tout cela. Ce week-end, à l'occasion de votre congrès, parce que c'était le congrès du parti Horizon, Édouard Philippe a aussi dit, comme vous venez de le faire, Horizon est et restera un membre de la majorité, c'était très clair. Mais il disait aussi que cette majorité pourrait mieux fonctionner. En quoi la majorité peut-elle mieux fonctionner aujourd'hui ? En faisant en sorte que ces différentes composantes se respectent. Pour moi qui suis issu du RPR, de l'UMP, des Républicains, et qui, au fond de moi-même, reste engagé dans cette démarche intellectuelle qui a dominé la Ve République, avec le giscardisme, avec les libéraux de Madelin, Jean-Pierre Raffarin et d'autres. Naturellement, nous voulons que chaque composante, et c'est ce que nous avons un peu illustré avec à la fois Stéphane Séjourné pour Renaissance, avec François Bayrou pour le MoDem, lors de donc le mot d'ordre, c'est se respecter, laisser une place à chacun. Congrès. Oui, on a eu une grosse déception lorsque la majorité n'a pas été au rendez-vous sur la niche parlementaire qui a été la nôtre pour que plus d'autorités s'affirment. Avec en particulier un texte sur la récidive. Avec les peines planchées contre les multirécidivistes, qui était une loi que nous avions mise en œuvre avec Nicolas Sarkozy et que François Hollande et ses ministres ont décidé d'annuler totalement. Aujourd'hui, nous avons besoin qu'il y ait plus d'autorités qui s'affirment. Nous avons besoin que la loi immigration traduise vraiment des choses sérieuses et importantes. Que la loi immigration, Christian Estrosi, elle devait être examinée cette semaine au Sénat en séance publique. Elle a été reportée, elle va être découpée. Est-ce que c'est une décision qui vous convient ? Vous-même, dans votre ville, vous venez de faire une proposition, d'ailleurs, au ministre de l'Intérieur. Vous dites on pourrait mettre sur pied un centre de rétention administrative temporaire, certes, mais ça montre que de votre point de vue, il y a une urgence à agir. Oui, ce soir, j'irai avec mon préfet et mon procureur de la République dans un quartier sensible de Nice, où nous savons qu'il y a un trafic de drogue organisé par des caïds qui viennent de Marseille et qui ne sont pas de chez nous. Mais vous avez une réponse de Gérald Darmanin sur votre proposition ? Où la charge de la gestion de tout cela est répartie entre des clandestins. Nous savons qu'à la frontière italienne, il n'y a plus suffisamment de police aux frontières pour contenir ces clandestins. Nous savons que les 40 places qu'il y a au centre de rétention administrative de Nice sont largement insuffisantes. Est-ce que donc le ministre de l'Intérieur a répondu à votre proposition ? J'ai pris l'initiative de proposer au ministre de l'Intérieur d'ouvrir moi-même, maire de Nice, un nouveau centre de rétention administrative qui offre 50 places de plus pour pouvoir permettre, et c'est ça le partenariat État-collectivité, que nous mettions des moyens d'accueil là où il renforcerait en moyens avec de la police aux frontières. Pas de réponse pour le moment. J'ai en tout cas un dialogue avec Gérald Darmanin de grande qualité, où Gérald Darmanin est très favorable à cette idée selon laquelle la collectivité apporte les moyens matériels et l'État puisse compléter avec des moyens humains. Donc je sens que nous avançons, et si le préfet et le procureur viennent en ce lieu très sensible du trafic ce soir, ça veut bien dire que quelque part il y a une volonté gouvernementale, qu'il y ait un gros travail de fait de mutualisation entre la collectivité et l'État. Christian Estrosi, sur tous ces sujets, et en particulier sur celui dont vous venez de parler, il va falloir pour avancer une majorité. Le président a confié à sa première ministre la mission d'élargir cette majorité. Tout le monde s'accorde à dire que la logique, ce serait de travailler avec la droite, les Républicains. Vous rappeliez que vous en venez. Pourtant, le président du parti, Éric Ciotti, a dit clairement qu'il n'en veut pas. Il dit la question ne se pose pas. Je ne vois pas ce qui changerait cette équation aujourd'hui. Il ajoute tout débauchage individuel contribuera à une radicalisation des positions. Comment parler avec le parti Les Républicains quand son président dit je n'en veux pas ? Macroniste en 2017, parce que c'était la vraie solution pour barrer la route à Marine Le Pen. Et à partir de là, souhaitant la réussite de mon pays derrière un jeune président de la République, je suis resté membre des Républicains jusqu'en 2021. Je me suis accroché pendant 4 ans, espérant, même dans un courant minoritaire, inverser le cours des choses pour convaincre mes amis
que nous avions intérêt à rentrer dans une politique du compromis, d'élargir cette majorité, voire de rentrer dans une politique de coalition. Et aujourd'hui, je continue même, j'ai fini par partir. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une aile sectaire qui refuse, pour barrer la route aux extrêmes gauches ou aux extrêmes droites, qu'il y ait une culture du dépassement, qu'on rentre dans une vision de mesure et de nuance, son intérêt général, c'est regrettable, mais ce n'est peut-être pas à terme la volonté globale ou majoritaire des Républicains. Donc, malgré le refus de son président, il faudra continuer. Et je fais partie de ceux qui souhaitent qu'à un moment, il y ait une volonté majoritaire. J'ai échoué personnellement à avoir l'influence nécessaire pour y parvenir, mais je ne désespère pas, même à l'extérieur, d'avoir un pouvoir d'influence sur une partie des Républicains pour qu'ils viennent compléter cette majorité présidentielle. Le message est passé. Merci beaucoup Christian Estrosi d'avoir été sur ce plateau ce matin. Dans un instant, c'est Elisabeth Martichoux pour le temps de l'info. D'abord votre météo, Ange.